Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui m'est souvent posée, que vous m'envoyez souvent par email. Comment est-ce que j'ai débuté ma carrière de copywriter? Comment est-ce que j'ai démarré dans le copywriting? Et avant de vous parler un peu de mon parcours, peut-être un peu atypique, je vais vous donner rapidement quelques clés pour que vous démarriez votre carrière de copywriter. Je pense l'essentiel, c'est vous commencez par lire. Lisez 2-3 articles, lisez un livre ou deux, renseignez-vous sur les formations qui existent sur le marché, mais n'y passez pas trop de temps, d'accord? Une journée, 2 journées maximum. Vous picorez des articles à gauche à droite, vous lisez les articles présents sur le site lesmotsmagiques.com, vous regardez les vidéos ici sur cette chaîne YouTube et vous allez un peu prendre conscience de ce qu'est le copywriting. Une fois que vous aurez ça en tête, vous allez vous dire, ok, mais comment est-ce que je démarre vraiment? Qu'est-ce que je vais écrire? Est-ce que je sais écrire? Vous faites très très simple, très très simple. Vous prenez le premier objet qui vous passe sous la main. Là, j'ai une lampe qui tombe un peu en miettes. Il y a une bouteille qui vient de tomber, je pourrais écrire sur une souris et vous faites cet exercice. C'est Chandler dans Friends qui fait cet exercice dans la saison 9, je crois, quand il veut se reconvertir. Il se dit mais je fais souvent des jeux de mots, j'écris souvent, je fais des blagues, pourquoi je ne serais pas copywriter? Pourquoi je ne bosserais pas dans la pub? Là, il y a des lunettes par exemple. Eh bien, vous prenez n'importe quel produit qui vous plaît, là je vois le micro juste devant moi, et vous écrivez une petite page de vente comme si c'était la page produit Amazon. Donc vous imaginez, ok, je dois vendre ce micro, là, le petit micro qui est juste devant moi, ce micro, qu'est-ce que j'ai à raconter dessus? Qu'est-ce qu'il résout comme douleur pour mes clients? En quoi il est bon? En quoi il est nouveau? En quoi est-ce qu'il va améliorer la vie de mon client? Et ensuite, vous pensez aux caractéristiques. Comment est-ce qu'il est fait? Où est-ce qu'il a été fabriqué? Quelle est sa durée de vie? Quelles sont les garanties? Quel est le prix? Vous voyez, c'est vraiment ça le copywriting, c'est présenter toute l'information utile à votre futur client. Ça doit être rédigé sur une seule page. Il faut qu'il ait toutes les infos pour prendre sa décision. L'objectif, n'oubliez jamais, c'est qu'à la fin de la lecture ou à la fin de la vidéo, votre spectateur qui est un prospect, donc quelqu'un qui n'a pas encore acheté chez vous, que votre prospect, il fasse son choix. Choix A, j'achète. Choix B, je n'achète pas, je ferme la page et je m'en vais. Donc il y a ce petit exercice que vous pouvez faire, mais je vous ai dit vraiment pour tout. Une lampe, une souris, le micro, ça peut être le téléphone, ça peut être un livre. Là j'ai des livres un peu partout devant moi. Pourquoi le cadre est différent des vidéos d'habitude? C'est que je suis en plein déménagement, donc tout n'est pas encore prêt, mais tenez, écrivez sur un service de déménagement. Voilà, ça peut être de très bonnes pages de vente, d'accord? Ça, c'est le premier exercice que je vous donne. Deuxième exercice, c'est que vous créez rapidement toutes vos fiches de copywriter, vos fiches de présentation de vous sur Malte, sur la crème de la crème, sur redacteur.com, sur We Love Words ou You Love Words, je ne sais plus, sur toutes les plateformes de freelance. Vous créez votre profil pour être un peu plus visible. Et vous allez voir très rapidement, mais qu'est-ce qu'on me demande? On me demande mon niveau d'expérience, débutant, confirmé, vraiment expert. On me demande mon tarif journalier moyen, combien est-ce que je coûte par jour? Tous ces calculs-là, ça va vous permettre un peu de vous dire, ok, copywriter, c'est ça, il faudrait que je gagne tant, il faudrait que je fasse tant de clients par mois ou que mon client m'embauche pour tant de jours par mois. Donc, il y a tout un calcul vraiment pour devenir copywriter. Et ensuite, il y a le fait de constituer un peu votre base de clients, vous faire connaître, avoir une petite vitrine. Est-ce que votre vitrine, c'est juste votre profil sur Malte, sur redacteur.com, sur la crème de la crème, ou est-ce que votre profil, votre vitrine, c'est votre compte Twitter, où vous faites des jeux de mots, des blagues, où vous retweetez des articles sur le copywriting, où vous partagez votre savoir sur le copywriting? Est-ce que vous partagez votre expertise sur votre blog personnel, sur, je ne sais pas moi, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, ce que vous voulez? Est-ce que c'est sur Medium? Où vous voulez, mais il va falloir commencer peut-être à partager cette expertise. Et ensuite, pourquoi pas constituer votre base mail, votre base de clients, votre base de lecteurs auxquels vous allez envoyer régulièrement des newsletters. Newsletters sur les actualités du copywriting, les dernières campagnes de pub qui vous ont vraiment inspiré, les derniers livres que vous avez lus, les derniers clients avec lesquels vous avez travaillé et comment ça s'est passé. L'essentiel dans une newsletter, c'est
de donner de la valeur. On dit toujours apporter de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment apporter de la valeur? Ça veut dire apprendre des choses utiles à vos lecteurs. Ça ne sert à rien d'écrire des newsletters qui ne servent strictement à rien, qui ne sont que l'expression de votre gloire. Ça sert à rien. On est vraiment là pour donner des tuyaux, donner des conseils, partager des techniques. Et ça, vraiment, ça c'est la position de coach. Maintenant, en tant que copywriter, c'est vrai que c'est plus du démarchage, du porte-à-porte. C'est des mails à froid. Donc, il y a pareil sur la chaîne YouTube Les mots magiques. Vous trouverez cette vidéo sur les cold mails. J'en referai prochainement parce que c'est un sujet très important, la prospection. Comment est-ce que vous pouvez prospecter intelligemment sans vous mettre à dos les personnes à qui vous envoyez des mails et sans envoyer des mails complètement… Si vous êtes comme moi, si vous êtes présent sur LinkedIn, vous recevez tous les jours des mails de prospection de « Salut, je vais t'aider à faire grandir ta base client et à prospecter, à devenir millionnaire ». Moi, j'en peux plus de ces mails, ils sont complètement fous. Donc, on y va avec une approche vraiment humaine. Ça, c'est ce que vous trouverez ici sur les mots magiques. Maintenant, mon parcours, vraiment. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont encore ici, j'ai commencé, c'était pas prévu. J'ai commencé simplement à jouer avec les mots en école de commerce quand j'étais rédacteur en chef de la CASA, c'était le journal de l'école. En 2003, je faisais des interviews d'anciens diplômés et ça me donnait des perspectives intéressantes parce que à la base, ma formation, vous voyez, c'est j'ai fait un master achat et logistique industrielle pour bosser en usine, pour vraiment faire des flux pour les camions de livraison pour acheter du plastique dans les usines. J'ai travaillé pour General Electric, pour Schneider Electric, pour Land Rover et Jaguar quand j'étais en mission chez Valeo. Donc j'étais vraiment acheteur de plastique. J'ai acheté du plastique blanc, du plastique jaune, j'ai acheté des fils électriques, j'ai acheté des cartes à puce, j'ai acheté des ampoules, des vis. C'était pas ce qui m'intéressait vraiment. J'avais un emploi, je devais beaucoup d'argent à ma banque parce qu'une école de commerce, ça coûte cher. Moi, je m'étais endetté, je devais 25 000 euros à ma banque. Donc, du coup, j'ai pris vraiment pas le premier job qui m'est tombé dessus, mais je m'étais dit quand j'étais étudiant, bon, visiblement, acheteur, ça paye bien, ça a l'air d'être intéressant, allons là-dedans. Et en fait, c'était pas moi. Je n'étais pas aligné. Vous voyez, on parle souvent d'alignement dans le développement personnel. On parle souvent d'avoir une vision et de trouver un peu votre vocation. C'était pas la mienne. J'étais vraiment à côté de la plaque, c'est-à-dire que je passais mes journées au travail à être dépité, à me dire mais moi ce que j'ai envie de faire c'est d'écrire une série, c'est d'écrire un film, c'est d'écrire un roman et j'étais pas du tout à ma place. Mon logiciel de fonctionnement c'est Word, c'est pas Excel, c'est pas PowerPoint, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Donc dans le temps où je ne travaillais pas, je lisais des blogs. Je lisais les premiers blogs vers 2006-2007 et je suis tombé sur un blog que j'ai adoré. C'était des jeunes mecs de 20-25 ans qui étaient à Paris. Ça s'appelait razor.com. C'était un peu un blog masculin avant que GQ ne débarque en France. Donc il n'y avait pas grand-chose encore pour les hommes de 20, 25 ans, 30 ans. Eux, ils partageaient leur vie. C'était des Parisiens, ils partageaient leur vie dans les agences de pub. Il y en a qui bossaient comme concepteurs-rédacteurs, donc qui étaient copywriters. Il y en a qui travaillaient chez L'Oréal, à la communication aussi. Donc c'était des mecs, il y en avait déjà un qui pensait à partir en communication politique. Et ces gars-là, moi, ils m'inspiraient parce qu'ils étaient vraiment dans les mots, dans la communication, et j'aimais leur personnalité. Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai envoyé un mail à froid, bien évidemment, pour leur dire, les gars, j'adore ce que vous faites, j'ai envie de rejoindre votre aventure. Regardez, j'ai écrit cet article pour vous. Si vous l'aimez, vous le publiez. Ça me ferait plaisir de rejoindre l'aventure, de faire partie un peu de votre bande parce que vous avez l'air trop chouette. Pour l'instant, je ne suis pas à Paris. J'ai commencé à écrire pour eux. Je terminais mes études à Grenoble et ça m'a fait ultra plaisir de les rejoindre. C'est grâce à eux que, en gros, 2 ans plus tard, j'ai lancé mon blog personnel où j'ai décidé d'être coach en séduction. J'avais rencontré Neil Strauss, le pape de la séduction, on va dire. C'est l'auteur du livre The Game. The Game, c'est un peu la bible de la séduction. Moi, j'ai lu ça en 2008, la version française, et je me suis dit, mais les Américains, ils sont complètement fous à mettre des termes marketing dans un truc qui est ultra naturel, la séduction. J'avais pas compris qu'il y avait tout un business derrière. Le temps passe, 1 an plus tard, je rencontre Neil Strauss à Paris pendant qu'il est en tournée de promotion, on passe tout un week-end ensemble et il me dit mais regarde, tu sais écrire, tu as l'air plutôt bon dans la partie séduction, tu as l'air de vouloir partager ce que tu connais,
pourquoi est-ce que tu ne deviens pas coach en séduction? Et là, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu la bénédiction du pape. Quand le pape il te donne sa bénédiction, tu te dis ok cool, j'y vais. Tu réfléchis pas 1000 fois. Quand tu as le feu vert, tu dis j'y vais. Si demain, je sais pas moi, Alain Prost me dit mec mais t'es trop bon, tu conduis trop bien, vas-y fais de la Formule 1. Je réfléchis pas 12 000 ans. Oui, quand un des meilleurs te donne le feu vert, tu y vas. Donc je me suis lancé, j'ai commencé à écrire quotidiennement des articles sur mon blog et ça n'a pas marché du tout. Pendant un an, ma stratégie pour chercher des clients était la mauvaise. C'est-à-dire que j'écrivais des articles, je pensais me positionner un peu sur du référencement, mais déjà je ne connaissais pas toutes les règles, j'étais pas bon du tout en SEO, je n'avais fait aucune formation, j'avais lu 1 ou 2 articles maximum et j'imaginais tout savoir. Mauvaise attitude, attitude un peu arrogante du débutant, et ça je vous dis, ça remonte à 2009. Depuis, je me suis bien rendu compte que le SEO, ça évolue tous les jours et qu'il faut continuer de se former constamment. Donc en 2010, je me rends compte que malgré les télés, tous les reportages télé que j'ai fait, tous les passages en radio, tous les passages dans les quotidiens, la presse, tous ces trucs-là, j'ai eu seulement quelques clients et que je n'allais pas réussir à en vivre. Je ne vendais pas assez de coaching, je n'avais pas de formation en ligne, donc je passais mon temps à attendre que le téléphone sonne pour que les clients arrivent vraiment. Bon, quand je dis que le téléphone sonne, c'était que les mails arrivent, mais ça n'arrivait pas assez. En un an, j'ai à peine coaché 20 personnes, ça ne suffisait pas à vivre parce qu'en plus, mon coaching était mal pricé. J'avais mis un mauvais prix, un prix trop bas. Donc, mauvaise technique. En 2010, même année, je rencontre le fondateur du site artdeséduire.com et là, coup de foudre professionnel, le gars, il faisait exactement ce que je faisais. Il lisait un livre business par semaine minimum pour se former, pour apprendre des choses. Mais lui, il avait déjà compris que le business était en ligne. Il n'avait pas envie de montrer sa tête. Il écrivait des guides, il écrivait des formations et il m'a proposé rapidement de devenir rédacteur en chef du site artdeséduire.com et d'écrire des formations pour le site Art de Séduire. Là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en 2021. Donc ça fait 11 ans que je m'occupe d'Art de Séduire. La chaîne, elle a quasiment 100 000 abonnés, la chaîne YouTube. On a écrit plus de 2200 articles, je crois qu'on arrive à 2500 d'ailleurs bientôt. J'ai écrit plus de 20 formations, des podcasts, des vidéos, des formations e-book aussi. Et pour revenir à mon tout début de carrière de copywriter, c'est la première formation que je fais avec Art de Séduire en 2010. Là, le fondateur d'Art de Séduire, il me dit écoute, tu sais écrire une page de vente? Et j'étais là non, pas du tout. Donc je lis vite fait un article et je me dis ah, c'est ça une page de vente? Ok. Et là, j'écris un truc qui était tellement ridicule. Quand je lui ai donné vraiment ma feuille imprimée, il a pris son stylo rouge, il a corrigé un peu. En fait, il a fait un gros gribouillis tout rouge. Et il m'a dit, mec, c'est ridicule, tu vas rien vendre avec ça. C'est pas comme ça qu'on vend. Je lui ai dit, ah ouais, t'es sûr? Il m'a dit, ok, on fait un test. Et là, ça a été, en gros, ça a été la fessée de ma vie. Ça a été la leçon de copywriting de ma vie et vraiment mon début de carrière de copywriter. Parce qu'on a fait un test. Il m'a proposé un test ultra simple. Il m'a dit, écoute, simple. La formation, elle est bien, elle est prête. Tu as fait du bon boulot sur la formation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ta page de vente à 1000 personnes de la base mail, ma page de vente à 1000 personnes de la base mail et on va voir qui vend le plus. Il m'a dit, si tu me bats, si tu vends plus que moi, tous les bénéfices, ils sont pour toi. Autant vous dire que le gars savait exactement ce qu'il faisait. Sa page de vente était pas 1000 fois meilleure que la mienne, mais 10 fois meilleure que la mienne. J'ai fait 3 ventes, il en a fait 30. Il y a un monde. Lui, avec 30 ventes, c'est bon. Il avait assuré son mois, il avait gagné sa vie, il était tranquille. Moi, avec 3 ventes, c'était pitoyable. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a tendu un livre qui s'appelait Power Copywriting for the Internet. Vous adorez l'accent, moi aussi. Power Copywriting for the Internet. C'est un livre de Bob Serling et c'est le premier livre de copywriting que j'ai lu avant de lire Cialdini, Influence et Manipulation, avant de lire les livres de Dan Kennedy, avant de lire L'Art du Pitch, avant de lire Nudge, avant de lire vraiment tous les bouquins sur le copywriting, l'influence, la persuasion, tous les livres sur le comportement consommateur, tous ces livres-là qui nous permettent de vendre vraiment tout sur la psychologie, sur l'humain. C'est ultra important et c'est vraiment comme ça
que j'ai démarré dans le copywriting parce que sur cette première page de vente où je ne savais pas faire, lui, il m'a appris à écrire des pages de vente. Ça m'a permis de démarrer vraiment en tant que copywriter. Dès l'année d'après, je signais mon premier contrat, c'était pour des tweets pour Wilkinson. Donc, en gros, ça m'a permis de voir le copywriting pour moi-même, pour mes produits, Charte de séduire, et le copywriting dès l'année d'après pour des clients. J'ai travaillé pour Wilkinson, donc les premiers tweets, en gros, il y avait une agence qui m'avait commandé 6 tweets pour, c'était quoi? C'était 800 euros. 6 tweets pour 800 euros, c'était une demi-heure vraiment très très bien payée, j'étais super content. Et après, les clients se sont enchaînés. Il y a eu des clients prestigieux comme Boss, il y a eu, aujourd'hui j'écris toujours pour Glassdoor, le site de recrutement. J'ai travaillé pour Motorola, j'ai écrit aussi pour le champagne Piper Heidsieck, pour Veuve Clicquot, j'ai fait des fiches produits pour la Fnac. En gros, une grande diversité de missions et tout ça, ça vous permet de mieux comprendre l'humain. À chaque fois que vous accepterez une mission en copywriting pour un de vos clients, l'idée c'est de vous dire ok, quel est ce produit, quel est ce service, quelle est cette offre? Je parle généralement des offres. Quelle est cette offre et pourquoi un client achèterait cette offre? Qu'est-ce que ça va résoudre dans sa vie? Comment est-ce que cette offre va transformer sa vie? Nous, ce qu'on vend, c'est vraiment de la transformation. Donc, j'ai appris progressivement avec des clients et en parallèle, c'est ça qui est intéressant dans le job de copywriter, c'est que en parallèle, vu que je faisais beaucoup de promotions pour mon blog perso et pour Art de séduire, quand je dis promotion, c'est que tous les jours, j'écrivais du contenu que je partageais à l'époque sur Facebook et sur Twitter parce que Instagram n'existait pas encore pour moi sur Android. Je crois que ça a commencé en 2012 seulement. Donc, je partageais tous les jours. Et là, un jour, il y a un de mes potes qui voit ça. Son boss, c'était Marc Simoncini. Vous connaissez Marc Simoncini, c'est un des papas de l'Internet en France. Marc Simoncini, c'est le fondateur de Mythic, le fondateur de Winamax. Il a un fonds d'investissement qui s'appelle Jaina et aujourd'hui, je crois qu'il est beaucoup dans les vélos électriques. Cette année, il a beaucoup communiqué sur ces vélos électriques. Donc, Marc Simoncini qui m'appelle et ultra drôle le coup de fil. Il me dit bonjour, c'est Marc Simoncini. Alors il fait pas avec cette voix. Hein. Bonjour, c'est Marc Simoncini. Je suis le fondateur de Mythic, de Winamax. Moi, à l'autre bout du fil, je suis là, ouais mec, évidemment, je sais qui t'es. Bonjour, t'es une sorte de demi-dieu pour tous les gens qui bossent dans les startups. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pourquoi tu m'appelles? Et là, en fait, il me dit un truc génial. Il me dit, il y a un homme, j'aimerais que vous le rencontriez, il a besoin de vous pour monter sa communauté en ligne parce que je sais que c'est ce que vous le faites bien, on m'a dit que vous le faisiez bien. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour un entretien? Et là, je débarque, il m'avait pas dit qui c'était et en fait, c'était Patrick Bruel. Donc, en face de moi, j'ai Patrick Bruel, j'ai Marc Simoncini. C'est Marc Simoncini qui a conduit tout l'entretien, qui m'a posé toutes les questions pour l'entretien d'embauche. Parce que Patrick Bruel, à l'époque, au moment où on se voit, j'ai démarré avec lui en tant que community manager. Je me suis chargé de toute la stratégie social media de Patrick de 2011 à 2019. Et ensemble, on est passé de 7000 abonnés sur sa page Facebook à 1,2 million quand je suis parti. On a créé son compte Twitter, on est passé donc de zéro. Aujourd'hui, pareil, il est à 1,2 million de followers sur Twitter. Et ça m'a permis surtout de travailler sur toute une communauté ultra réactive et d'apprendre au contact de Patrick Bruel vraiment l'art de retoucher tous les mots, que tout soit clean, chaque post, chaque vidéo, parce que quand on est sur de la promo à un tel niveau, promo pour les films, promo pour les singles, promo pour les clips, promo pour les tournées, promo pour les albums, il faut que tout soit carré vraiment. Et c'était ultra intéressant comme aventure de voir autant de domaines différents. Donc la musique, la chanson, le poker et l'huile d'olive. Récemment, il a lancé son huile d'olive. Bon, vous irez chercher tout ça, mais elle est ultra bonne. Et c'est ultra intéressant de voir que chaque domaine dans lequel il travaille, il est ultra pointilleux. Et ça correspondait bien à qui j'étais et mon travail de régler chaque mot pour attirer le clic, pour attirer les réactions. Nous, ce qu'on voulait, c'était de l'engagement, bien évidemment. 2 objectifs. Un côté du community manager, c'est fédérer la communauté, que la communauté elle soit là, que la communauté soit engagée, qu'elle réagisse, qu'elle poste, qu'elle pose des questions, qu'elle soit présente, qu'elle grandisse. Et de l'autre côté, bien évidemment, de temps à autre, il faut qu'elle achète aussi parce qu'un artiste, une fois qu'il a terminé son album, une fois que le film il est prêt,
il faut que les gens aillent le voir. Ça fait partie du jeu aussi. Donc ça m'a permis vraiment de travailler davantage sur le côté vendeur. Et ça c'est important parce que au tout début, je reprends 2010 au début quand je suis uniquement rédacteur en chef chez Art de Séduire et rédacteur de mon blog, je sais, genre quand je dis je sais, je crois que je sais très bien écrire des articles, je réussis à fédérer une petite communauté, je réussis à obtenir des likes, mais je ne réussis pas à convertir tout ça en argent. Or, le copywriter, c'est celui qui justement, ces mots, il les convertit en argent. Il réussit à vendre avec les mots. Et ça, c'était cette dimension qui me manquait. Donc, pour revenir à vous rapidement, vous pouvez très bien faire la passerelle entre community manager, rédacteur SEO et copywriter parce que ce sont des compétences qui sont pas très éloignées. Simplement, le copywriter, il garde beaucoup plus en tête le call to action, il garde beaucoup plus en tête qu'à la fin, il doit générer une vente ou il doit au moins générer une action. L'action, que ce soit le clic pour abonnez-vous, remplissez ce sondage, donnez à notre association caritative, téléchargez cette appli, en savoir plus, achetez cette formation, réservez votre place pour ci ou ça. Copywriter égale call to action. D'accord? La grosse différence entre community manager, rédacteur et de l'autre côté copywriter, c'est que le copywriter, on est vraiment là pour penser à la conversion. La conversion, c'est vraiment nombre de visiteurs, combien de clics, et il faut améliorer constamment ce taux de clics. Donc c'est ça moi que j'aime vraiment faire aujourd'hui et c'est là que je suis vraiment devenu copywriter. Toute cette décennie, elle s'est bien passée. J'avais toujours mon blog qui me permettait de déjà bien en vivre avec des posts sponsorisés. Art de séduire les formations, art de séduire les coachings. À côté de ça, Patrick Bruel en tant que community manager. Mais arrivé en 2018, c'est là vraiment que j'ai décidé d'accélérer sur ma carrière de copywriter. Ce qui s'est passé, c'est que je n'avais plus le temps. D'accord? Là, tout ce que je vous dis, je faisais tout en parallèle. Et vous savez à quel point c'est pas bon pour le cerveau de multitasker, d'être multitâche, de gérer 12 000 dossiers en même temps. Parce que quand on veut faire trop de choses à la fois, on n'est plus bon sur rien du tout. Et quand j'ai vu que la qualité se dégradait, que j'étais plus aussi bon sur Art de Séduire, que j'étais plus aussi bon sur Patrick Bruel, que j'étais plus aussi bon sur mon blog perso. Je venais de sortir 2 livres en 2017, un livre sur la barbe que mon premier éditeur m'avait commandé, un livre sur la séduction que j'étais allé proposer à un éditeur. Je me suis dit ok, là je fais quand même beaucoup de choses, plus le sport, plus ma future femme, enfin il y avait quand même plein de trucs à gérer et je n'y arrivais plus. Donc il a fallu faire le choix d'arrêter. J'ai arrêté de travailler avec Patrick Bruel en 2019 pour vraiment accélérer sur ma carrière de copywriter. C'est là que j'ai créé la chaîne Les mots magiques, c'est là que j'ai créé le site Les mots magiques et ça m'a permis de voir encore plus de situations, de travailler avec encore plus de clients dans le copywriting. Et pour terminer, où on en est aujourd'hui en 2021, les clients sont toujours là. Je continue de travailler à écrire des tunnels de vente, des entonnoirs de vente vraiment pour mes clients. Donc que ce soit les pages de vente, les pages de capture, les quiz, les webinaires, les séquences de mails pour les lancements de formation, toutes ces choses-là, les séquences de mails, les newsletters normales, les articles de blog, ça c'est vraiment mon quotidien. Je fais toujours la prospection au quotidien. On me vend. Généralement, je vous avoue que c'est du bouche à oreille et les gens viennent à moi aujourd'hui via les vidéos YouTube, via les articles, via un client qui a parlé de mes services à un de ses amis. Donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin de passer trop de temps en prospection. Mais, petit point pour vous dire, ah mais toi ça va, tu sais ce que tu fais. On n'est jamais 100% à fond. On ne connaît jamais 100% d'un sujet et je vous avoue que l'an dernier, en 2020, je me suis dit, bon, le copywriting, je suis légitime, mais je pense que je pourrais l'être encore plus. J'avais un peu ce petit syndrome de l'imposteur encore. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on est bon dans son domaine, mais qu'on se dit, ah ouais, mais lui, il est meilleur, et lui, il est meilleur. Ah, mais mon article là, quand même, il y a l'autre qui a écrit un article encore mieux, et si lui, il le lit, il va trouver que je suis nul. C'est toujours cette peur à l'intérieur d'être jugé par les autres, de ne pas être au niveau. L'an dernier, je me suis dit, bon allez, ça suffit, ça fait quand même 10 ans que tu es copywriter, débarrasse-toi une fois pour toutes de ce syndrome de l'imposteur. Tu as des clients qui sont satisfaits, tu as des connaissances, qu'est-ce qu'il te faut de plus pour dire au monde entier que tu es copywriter?
Un livre, allez hop. Je me suis lancé et c'est pour ça que j'ai écrit le guide du copywriting qui est sorti au mois de mars 2021 chez Erol. J'en suis très heureux et ça m'a permis vraiment de me rendre compte, encore une fois, que waouh, le copywriting, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à apprendre. Typiquement là regardez, sur le bureau juste en face de moi, il y a un truc génial que j'ai découvert en écrivant le guide du copywriting. J'ai trouvé ce livre-là, UX Writing, c'est sur la microcopie. Comment est-ce qu'on écrit les boutons? Comment est-ce qu'on écrit les boutons de paiement? Quel texte on met dans laissez votre email préféré, laissez votre meilleur email? Toutes ces choses-là, je me suis rendu compte encore plus qu'on pouvait encore creuser les tests A/B, toutes ces choses-là. Donc, devenir copywriter en soi, c'est facile, mais maîtriser vraiment tout pour les clients, connaître tout le process de tout l'entonnoir de vente et améliorer chaque étape et être toujours en constante volonté d'amélioration, c'est ça qui est très 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 intéressant. Donc voilà, ça c'est ma carrière. C'est pas forcément la vôtre. Vous pouvez être beaucoup plus rapide. J'ai des amis copywriters qui sont beaucoup plus rapides. Ils apprennent, ils lisent 2-3 livres, ils ont suivi 1 ou 2 formations sur le web. Eux, ils se sont dit waouh, le truc le plus important, c'est la pub. Résultat, ils se vendent comme experts en pub. Ils écrivent des pubs pour aller beaucoup plus vite que l'entonnoir de vente et ça marche très bien pour eux. Il n'y a pas un seul format de copywriter. Il y a des copywriters généralistes, il y a des copywriters spécialisés. Vous pouvez être spécialisé dans le sport, dans la nutrition, dans le dressage pour chiens, dans la musique. Il y a des copywriters spécialisés dans la tech. Tech égale ordinateur, téléphonie. Il y a des copywriters spécialisés dans le lifestyle. Il y a des copywriters spécialisés dans la puériculture, les bébés. Tout ce que vous voulez, c'est ultra vaste, d'accord? Donc, ne suivez pas un modèle. Moi, je suis vraiment pas dogmatique du tout. Je ne vous dirai jamais fais ci ou fais ça. À mon sens, les voies, il y en existe autant que de copywriters. Vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous pouvez. Moi, mon rôle, c'est juste de vous encourager et de vous donner, de partager toutes les leçons que j'ai pu apprendre en 10 ans. Donc, ces leçons, aujourd'hui, elles sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube. Elles sont disponibles sur le livre Le Guide du Copywriting ou dans la formation Copywriting Express. Un dernier point encore plus simple, encore plus gratuit pour vous, vu qu'on arrive à la fin de la vidéo. Dans les commentaires, vous trouverez le e-book gratuit pour commencer vraiment. Il s'appelle Copywriting Cash, les 10 conseils essentiels, les 10 conseils indispensables des rédacteurs pros pour faire vos premiers euros. Lisez-le, téléchargez-le, il est gratuit. C'est vraiment les conseils les plus importants pour démarrer votre carrière de copywriter. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous laissez un pouce en l'air en dessous, vous me posez vos questions, je réponds vraiment à tout le monde. Vous n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouveaux conseils copywriting en vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de conseils en copywriting. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.